Feel Good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, cette émission est présentée et réalisée par Armel Berodi. Musique originale, Taizy. Caroline et moi sommes partis à la découverte de la Bretagne enchanteresse. Une série de podcasts nous plonge dans les multiples univers sensibles de cette terre bretonne. La Bretagne enchanteresse donne la parole à celles et ceux qui vivent en communion avec ce joyau de nature, de culture et de spiritualité. Un barde haut en couleurs nous conte les mystères d'une contrée féerique. Des conteuses passionnées nous dévoilent la Bretagne mythique, berceau du Graal, scène de la légende d'Arthur. Une herboriste et un producteur d'algues nous éveillent à la Bretagne guérisseuse, dont les Bretons ont su préserver toute la richesse naturelle. Enfin, des druides et des personnes connectées nous éveillent à la Bretagne spirituelle, au cœur de la forêt de Brocéliande qui nous enveloppe de son envoûtante énergie celtique. Vous vous demandez si les fées et les corrigans peuplent réellement la forêt de Brocéliande ? Peut-être que la Bretagne enchanteresse vous apportera la réponse, qui sait ? Et dans ce nouveau voyage, nous partons à la rencontre d'Ozegan, musique-conteur, et Claudia, art-thérapeute. Bon, donc je suis dans la maison de Claudia et Olivier, dit Ozegan. Alors Claudia est art-thérapeute et donc je suis conteur, musicien et combinant nos talents, on propose des stages à des personnes qui souhaitent rencontrer le conte, pas forcément d'en faire leur métier, mais en même temps ces stages s'adressent aussi bien aux néophytes qu'à des conteurs confirmés. Des contes pour trouver sa voix. Alors on peut jouer sur le mot voix, la voix, notre voix, et puis la voix, le chemin. Parce que le conte, c'est la première parole. C'est la parole avant les religions, avant les systèmes philosophiques. Ce qu'on propose, c'est ça. C'est d'étudier un conte merveilleux, d'étudier sa structure, et à travers sa structure, grâce à Claudia qui intervient, avec des exercices pour ancrer dans la matière ce qu'on est en train d'élaborer intellectuellement, émotionnellement, les étapes du conte qui sont aussi les étapes de la maturité de l'individu et des cycles de la vie. Je parle bien d'un conte merveilleux ou un conte initiatique, ce qui est la même chose, mais le mot merveilleux s'applique mieux, enfin, je trouve. Oui, tout à fait. Donc l'art-thérapie, dans ce contexte-là, en fait, ça sert vraiment à aller ancrer dans la matière c'est qu'on a entendu, parce que lorsque nous on propose donc ces moments-là, en fait, on va créer donc des séquences dans le conte, et au fur et à mesure donc on va avancer dans l'histoire. Et puis Olivier, il s'accompagne donc avec des instruments de musique. On a un petit bout, puis on arrête. Donc on va faire quelque chose dans la matière, donc soit dans l'argile, soit dans la peinture, soit dans l'écriture, hein, ça dépend. Et on va vraiment avancer comme ça et cheminer aussi en soi grâce à ces exercices et grâce à la relation donc avec l'art. Wow. Comment tu en es venu, Ozegan, à faire cette activité, à proposer ça ? Comment tu en es venu au conte, toi ? Alors, quand j'étais jeune, on m'aurait dit voilà le chemin que tu vas suivre, je ne l'aurais jamais cru. C'est plusieurs prises de conscience, les grandes questions qui, à un moment, taraudent tous les individus, hommes ou femmes, hein, c'est-à-dire qui suis-je réellement, qu'est-ce que je fais, et c'est quoi la vie, et c'est quoi ma vie. Et puis des rencontres aussi, je pense à Marianne, une paysanne de la vallée d'Aspe, que j'ai rencontrée, j'avais 19 ans, et c'était une femme très concrète, elle était devenue aveugle par la vieillesse, hein. Elle avait plus de 80 ans, et c'était un peu la sage du village où je travaillais, dans la montagne. Et un jour elle me dit, mais est-ce que tu sais pourquoi tu vis ? À 19 ans ? Oui, elle m'a posé cette question, elle en avait plus de 80. Alors là, gros silence. Mais donc j'ai mis des années à cheminer avec sa question.
Et elle, qui était aveugle, en fait, elle voyait mieux que nous, avec nos yeux. Elle voyait, elle, ce qui sous-tend la dimension, et je dirais l'aptitude d'un être. Mais peut-être que c'est le privilège de certaines personnes qui entrent dans une, j'allais dire, sagesse, vieillesse, qui lisent vraiment dans l'âme. Et alors, du coup, après cette rencontre à 19 ans, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui t'amène sur ce chemin-là? Parce que c'est pas que le conte, en fait, parce que tu fais de la musique, tu joues, il y a quelque chose de très chamanique aussi dans tes enseignements, si j'ai bien compris. Donc, c'est, j'imagine, des rencontres et des parcours et des enseignements que tu as reçus. Oui, 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 oui. Je m'intéressais encore une fois aux sources de l'individu, quoi. Qu'est-ce que c'est que la vie? Et donc, j'ai suivi des parcours spirituels dans différentes traditions. Donc, j'ai rencontré des maîtres de yoga. À un moment, j'ai suivi le parcours aussi d'un lama tibétain. Et puis, mais tout ça, ça prend des années aussi à intégrer parce que je ne souhaitais pas survoler intellectuellement les choses. C'est important de les vivre et c'est ainsi qu'on va grandir et s'anoblir. Sinon, je peux avoir un point de vue intellectuel, c'est séduisant et c'est intéressant et ça a aussi une utilité, c'est vrai, mais c'est pas suffisant pour ancrer dans la matière et une réalisation. Et donc, voilà, en même temps, après, j'ai eu plein de métiers très différents parce que j'avais quitté mes études. Je trouvais, j'étais très, très sensible, peut-être trop, j'en sais rien, mais je trouvais que notre société marchait sur la tête déjà et j'avais pas envie d'entrer dans le moule. Ça devenir une tarte. C'est très juste. Entrer dans le moule pour ne pas devenir une tarte. Et donc, donc j'ai travaillé dans le bâtiment, je me suis formé, j'ai 2 CAP, un CAP de maçon, un CAP de maréchal ferrant, donc j'ai travaillé aussi dans un haras. Après, je me suis retrouvé aussi moniteur éducateur dans un foyer d'handicapés mentaux, un foyer d'accueil, et puis veilleur de nuit aussi dans des établissements pour personnes âgées, un docker à Saint-Malo, enfin j'ai fait plein de métiers très différents. Au début je ne comprenais pas pourquoi, que ces opportunités s'ouvraient à moi, et c'est que arrivé des années plus tard, que je me suis dit, tout ça, ça m'a formé. Ça m'a formé parce qu'un conteur, le conte, c'est le savoir du peuple. Le mot folklore, le folk c'est le peuple et la lore c'est la science sacrée. Alors aujourd'hui, le folklore c'est complètement dénué de son sens noble, c'est quelque chose qui est mort, c'est des costumes un peu brillants, un peu surfaits, mièvres. Non, non, le folklore, c'est la science sacrée du peuple. Et si je ne connais pas le peuple, comment est-ce que je peux parler de sa littérature, de son savoir, de sa sagesse? Et donc, tous ces métiers, j'ai rencontré des gens incroyables. Par exemple, là, j'ai mon ancien chef d'équipe sur les chantiers, c'était un ancien légionnaire. Alors, donc, j'ai appris plein de choses avec lui parce que, en même temps, c'est important de garder une capacité d'ouverture. Et à ne pas juger aussi autrui. Nous, on est toujours en train de juger. Et lui, il m'a appris plein de choses. Par exemple, un jour, j'étais en train de bidouiller. On faisait les appuis de fenêtre et les enduits, et j'arrivais pas à faire les angles. Enfin, j'étais un appui de fenêtre qui me gênait. La fenêtre, elle n'était pas tout à fait d'équerre. Puis il vient me voir, il me dit voilà, je vois que ça fait un moment que tu es là-dessus, tu n'avances pas. Il dit à quoi tu crois que ça sert un chef? Tu crois que ça sert qu'à te disputer et à te faire la morale? Il dit regarde, tu me demandes, moi je vais te montrer. Et il me montre le boulot. Sauf qu'à l'époque, il avait plus de 50 ans, moi j'avais une vingtaine d'années. Il bossait mieux et plus vite que moi. Alors là, je l'ai regardé, et après j'avais du respect pour lui. Alors c'est vrai, j'ai fait d'autres rencontres. Après j'ai rencontré des chemins sur des enseignants sur la voie rouge, donc la voie amérindienne. Je pense à Michel Bison-Noir, et puis aussi une grande rencontre avec Takayushte, oui, Archifayolamdi, mais c'est son nom spirituel, Takayushte. Et puis, en rencontrant ces différentes personnes, toujours me renvoyer à moi-même et aussi à notre propre culture.
Et à chaque fois, il nous disait « Emmenez-moi près de vos pierres ». Alors au début, on disait « Qu'est-ce qu'il raconte ?» Parce qu'il ne parlait pas le français, donc il parlait américain. Et on avait un traducteur. Bon, moi, je parle l'anglais, je me débrouille, mais bon, l'américain, il y a des tournures, des fois, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Et puis il disait « Qu'est-ce qu'il raconte avec ces stones ?» Ces stones, il veut voir des stones. Il parlait des menhirs. Donc on l'emmenait voir les menhirs. Et puis il nous regardait, il faisait une petite cérémonie pour... il nous expliquait après en disant « Ben voilà, moi je suis ici, je suis pas de cette culture, je viens avec respect, je fais des choses et des cérémonies de ma culture, mais je vous demande pardon si je vous offense, car je ne viens pas en prédateur. Je viens pour partager. » Et voilà. Et puis après, il revenait vers nous, et puis il nous disait « Ben vous, votre mémoire et votre sagesse, elle est là, dans les pierres levées. Donc allez-y, parlez-leur, honorez-les, voilà. » Donc tout ça, ça m'a fortement marqué. Entre-temps, je faisais tout un cheminement aussi à travers le yoga, où je suis devenu professeur de yoga. Et le yoga m'a beaucoup aidé à m'intérioriser et puis à distinguer le processus pensant du penseur. C'est pas la même chose. Et ce qui m'a permis d'être prêt à rencontrer. Mais bon, ma vie, c'est un livre de contes. Parce que. Alors en même temps, j'avais demandé aussi que ma vie soit belle. Et je remercie l'esprit de la vie, que notre vie, elle est belle tous les jours. Hein. Merci la vie de nous donner une belle vie. Créons la beauté. Où que nous soyons, hein, c'est l'histoire du petit oiseau, là, l'oiseau-mouche, hein, qui ramène sa goutte d'eau alors que la forêt est en flammes et tous les autres animaux se moquent de lui. Oh, ça sert à rien, l'oiseau-mouche, là, t'amènes une goutte d'eau, mais t'as vu l'incendie, puis lui dit, ben oui, moi, mais je fais ce que je peux, c'est tout ce que je peux. Mais si tout le monde faisait, ben l'incendie serait arrêté, voilà. Donc moi, je fais ma part, et je suis en paix avec ma conscience. Et nous, bon, à notre mesure, voilà, nous créons la beauté. Alors, c'est vrai que, merci la vie, j'ai une activité qui permet cela, à travers la musique, à travers le conte et les mots, parce que les mots, c'est de la poésie. Et pour les anciens, la poésie, c'est l'âme du monde, c'est ce qui constitue la structure, la substance du monde. Je ne parle pas de la poésie qui est une élaboration intellectuelle ou une projection des inconscients d'artistes déséquilibrés ou malheureux, c'est pas ça. La réelle beauté, voilà, c'est justement la gratitude. Et donc si on crée la beauté, ça fait du bien, ça rejoint la douceur, c'est de la beauté, et on est bien. Voilà, je pense que on a tous besoin de beauté, que quand quelqu'un vient et puis il nous fasse un geste de pure beauté, ça fait du bien, et voilà, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, enfin c'est ma conviction. Dans les vieilles cultures européennes, mais on retrouve ça aussi un peu dans d'autres traditions, hein, mais enfin en tout cas pour ce que j'en connais, nous, chez les Grecs et même chez les Celtes, pour les Grecs, le conte et la musique, c'est-à-dire la parole et la musique étaient une. Ils ne dissociaient pas, je parle des Grecs de l'Antiquité, ils ne dissociaient pas l'une de l'autre, il n'y avait pas la poésie d'un côté, le récit, et la musique de l'autre avec des solistes, des concertistes, non, les deux étaient liés, parce qu'ils sont liés à l'acte de la création lui-même, alors à travers les dieux, hein, et les Grecs, eux, ils disent que voilà, la musique, le conte, ce sont les étoiles. C'est la musique des étoiles qu'ils ont entendue au temps de l'âge d'or. Et quand on partage cette musique des étoiles, cette danse aussi des étoiles, eh bien on retrouve le temps de l'âge d'or en nous, c'est-à-dire la première harmonie, la première unité avec le grand tout, avec les étoiles, avec les montagnes, avec les rivières, et d'où la racine latine computare, remettre en ordre. Hein, je refais la petite boucle, et on se dit, mais comment nos ancêtres, eux, qui n'avaient pas d'université, qui n'avaient pas d'outils scientifiques pour décortiquer la matière, ils ont su sonder l'âme humaine comme ça et la connaître à ce point que nos psychanalystes aujourd'hui s'abreuvent à ces sources-là pour aider autrui. Comment eux, ils ont su cela? C'est donc qu'il y a des chemins.
par rapport au conte et comment est-ce qu'il peut nous servir. Moi, pour ma part, j'anime un atelier d'écriture. Et donc, du coup, je me sers beaucoup du conte. Souvent, j'apporte des cartes avec des héros, des différentes sortes d'héros. Voilà, la princesse, le rêveur. Et puis, les gens, donc, en fait, ils piochent des cartes. Évidemment, bon, il n'y a jamais trop d'hasard. C'est assez étrange parfois de constater ça. Donc, souvent, par exemple, je vais faire 2 ou 3 différentes enveloppes. Et puis, les gens, en fait, ils vont piocher. Et avec les cartes qu'ils ont piochées, ils vont écrire une histoire. Et ça a été très difficile au début pour certaines personnes. Je pense notamment à une amie qui me disait mais pour moi c'est une horreur parce qu'en fait quand je dois écrire un courrier, même un mail, je suis tellement en auto-jugement parce qu'à chaque fois je me dis c'est pas assez bien formulé et elle me disait mais ça prend des heures. Et là donc du coup ça fait là maintenant depuis 3 ans donc elle participe à cet atelier. Et aujourd'hui, peu importe ce que moi je propose, mais c'est une joie, c'est un vrai régal. Et donc là, on voit vraiment qu'est-ce que c'est l'expression de soi? C'est ne pas se prendre au sérieux, c'est accepter qu'on a notre âme d'enfant. Et c'est en fait cette âme d'enfant-là qu'il faut vraiment connecter. Et moi, en tout cas, dans l'art-thérapie, je trouve que c'est ça en fait le but. Et puis c'est vrai que j'ai la chance quand même d'être clown en fait. Je fais du clown thérapeutique donc en maison de retraite et là c'est aussi une forme de conte bien sûr avec des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et puis il y a aussi vraiment des services dans lesquels les personnes sont vraiment en fin de vie et donc souvent on les amène en fait en voyage donc on a des instruments de musique tout doux. On a par exemple un bâton de pluie, ça ressemble beaucoup aux vagues. Donc c'est vrai qu'ici, on est en Bretagne, et voilà, donc pratiquement chaque personne de 3e âge a été pendant son enfance ou même un peu plus tard au courant de sa vie au bord de la mer. Ici en Bretagne, c'est pratiquement obligatoire. Et donc du coup, on arrive vraiment à amener les gens avec nous en faisant donc ces bruits sonores, en faisant des petits massages de douceur et en fait on voit que les personnes en fait y partent. Voilà, c'est un moment où on part à la plage. Où est-ce que vous avez envie d'y aller? Donc voilà, ça c'est le versant, je dirais, thérapeutique tant du conte qui est possible. On entend, pour nous en fait la transmission, elle est très importante. Donc la transmission dans nos métiers respectifs. Et aussi donc envers nos petits-enfants, envers les personnes, notre famille déjà, famille, et aussi envers les personnes donc du coup qui viennent. Moi je suis formatrice donc dans une école qui forme donc des arts thérapeutes à Strasbourg. Et donc là aussi c'est vraiment la transmission. Qu'est-ce que moi j'ai comme outil? Comment est-ce que moi je peux transmettre et partager ça avec ceux qui se forment donc au métier d'art thérapeute? Et donc du coup, c'était évident pour nous de vraiment proposer ça aussi dans les stages, cette transmission-là que on ressent. Je veux dire, ça va au-delà du métier en fait. Tout à l'heure, on parlait de l'âme d'enfant. C'est pas quelque chose, c'est pas comme, je veux dire, on n'est pas plombier, on prend pas notre tablier donc le matin. En fait, nous, on vit avec cet esprit-là du conte et de la transmission, du partage, de la parole. On vit 24/24 en fait avec ça. Ce que je partage, c'est la note que je vibre. Donc le mot qui m'habite. Alors le créer, alors on peut dire oui, c'est une création, mais encore une fois, quand on connaît tous les récits, enfin une grosse partie des récits anciens, ça a déjà été dit. Mais c'est à nous de le réactualiser avec qui on est. Donc qu'est-ce qu'on crée? C'est pour ça, c'est dans ce sens-là, je joue un petit peu avec les mots, mais on croit qu'on crée, mais on fait que réélaborer, que réactualiser. Voilà, avec qui on est, bien sûr. Alors c'est tout neuf, oui, mais est-ce que c'est une création, puisque ça a déjà été dit sous une autre forme? Mais en même temps, la vie, elle danse comme ça, dans une forme unique, et elle n'est jamais 2 fois la même, alors que tous les brins d'herbe se ressemblent. Ce sont les paradoxes. Est-ce que tu te vois plus de cette culture celtique, druidique,
Ou est-ce que tu te vois plus comme un chaman? Ou est-ce que tu te vois comme un druide chaman? Un chaman druide? Alors Qu'est-ce- ça existe, un chaman druide, c'est un barde. Ah, c'est vrai? C'est vrai? Un chaman druide, c'est un barde. D'accord. On peut le définir comme ça. D'accord. On pourrait, disons que c'est, voilà, on peut, oui, tout à fait envisager de le considérer comme ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est un barde alors, selon toi? Ah là là, alors là, il faut ouvrir une grande parenthèse. Alors, dans la culture celtique, le barde, il est chargé, on l'avait limité dans ses fonctions à la généalogie, à la mémoire, donc on compte à la musique, donc toutes les structures culturelles qui appartiennent à une ethnie, avec aussi les langues. Ça, c'est ce que nous a transmis l'Antiquité. Mais quand on lit les récits mythiques, par exemple irlandais, les premiers, alors on a traduit par druide, mais c'est une erreur, le mot gaélique est fili, les filides, c'était les premiers bardes druides. Et ils étaient intercesseurs entre les mondes, donc ils étaient chamans, et c'était des bardes, si je prends l'étymologie, c'était des poètes. D'accord. Parce que la poésie, c'est un acte relié à la création. Alors, je m'investis dans ce sens-là, avec le contexte et le contenu du barde. Voilà, pour moi, le barde, encore une fois, il ramène à la première parole, celle du temps de l'âge d'or. Alors, le barde, après, dès qu'on arrive dans l'Antiquité, il est déjà dépossédé de toutes ses prérogatives. On en a fait un druide subalterne, qui a des fonctions très particulières. César, lui, dans la guerre des Gaules, dit bien que les bardes font partie de la caste des druides, mais ils ont ces fonctions-là très particulières. Les théologiens, alors ce sont plus les prêtres, et puis après ils parlent des vates, qui sont les sacrificateurs, et les bardes, donc, qui seraient les chantres, les poètes. Mais encore une fois, les récits premiers, c'est le barde qui prime. Et si on prend la cosmogonie des peuples premiers sur l'origine des chamans, souvent c'est des femmes, déjà, ça c'est intéressant, et ce sont des poétesses, c'est-à-dire des bardes. Les premières chamanes, ce sont des poétesses, donc des bardes. Alors là, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on a fait de cette inspiration-là et de ce premier instant-là? Nous, on l'a mis en forme pour faire des religions, des systèmes. Et le prêtre, pour la religion celtique, il a mis le barde à sa place, voilà, comme ça on est tranquille, parce que des gens qui ont l'inspiration qui descend comme ça, forcément... ça peut faire peur. Voilà. Et les chamans dans leur société se sont fait structurer aussi, voilà, parce que c'est un accès direct à la connaissance. On ne passe plus par des intermédiaires, justement. Bien. Est-ce qu'on conclut là-dessus? J'ai l'impression que si on ferme pas la parenthèse... Oui, on continue toute la nuit. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.